Bonjour Éric Ciotti. Bonjour. Soyez le bienvenu, vous êtes Merci. invité politique de la matinale avec Alix Bouillaguet, député des Alpes-Maritimes et président de l'UDR. C'est parti. Bonjour, Bonjour. Éric Ciotti. On devait connaître initialement les conclusions du conclave sur les retraites hier soir. Les partenaires sociaux demandent une semaine de plus. Vous qui avez été un défenseur acharné de l'âge de départ à 64 ans, est-ce que sur le fond, sur le principe, vous pensez que François Bayrou a eu raison de convoquer ce conclave ? Bon, c'était un peu une grosse ficelle politique pour gagner du temps, pour donner des gages au PS. La réalité, c'est que notre régime de retraite est extrêmement déséquilibré, avec des chiffres qui sont malheureusement beaucoup plus importants que ce qu'on nous dit. Il y a en réalité près de autour de 80 milliards d'écart entre les cotisations retraite et les prestations retraite. Le reste est comblé par des subventions publiques, par des surcotisations, et il y a des déficits qui apparaissent, ce que le corps évoque. Donc aujourd'hui, mais il n'y avait pas des petites choses importantes à faire, notamment, je pense aux carrières des femmes qui ont été les grandes perdantes de la réforme de 2020. C'était les angles morts de la dernière réforme. Donc ça, vous dites pourquoi pas ? La question de la pénibilité, la question des carrières longues, la question du travail des femmes, bien sûr, peuvent se poser. Mais tout cela ne pourra pas se régler si on ne change pas globalement le système. Et c'est pour cela que l'UDR, nous l'avons fait récemment, porte une proposition novatrice d'instauration d'une part de capitalisation obligatoire. Obligatoire pour environ 10% de l'équilibre global. Aujourd'hui, il y a Mais qui va mettre la main à la poche il y a 28 points, pour les plus modestes qui ne peuvent pas épargner? Il y a 28 points de cotisation retraite qui sont payés par les employeurs et par les salariés. Nous proposons dans ces 28 points que 3 aillent vers un fonds de capitalisation. Il n'y aurait absolument pas d'augmentation des cotisations, mais il y aurait ce fonds de capitalisation. On regarde ce qui se passe ailleurs, dans les pays de l'Europe du Nord notamment, en Suède, aux Pays-Bas. Le fonds de retraite aux Pays-Bas est l'équivalent de la richesse nationale. Donc ça a enrichi le pays parce que c'est de l'argent qui est investi dans l'économie. Les retraités s'enrichissent, les taux de reversion sont incomparablement beaucoup plus élevés. Donc, on a des retraites plus élevées, on a des régimes équilibrés. On a commis une erreur historique de ne pas introduire cette dose de capitalisation. Elle existe déjà pour une part pour les primes des fonctionnaires. C'est un régime qui fonctionne et qui a des résultats. Il y a des régimes particuliers pour les élus, où il y a maintenant les plans d'épargne retraite. Donc, c'est la solution. C'est la solution, on n'en est pas encore là. Le reste, c'est du bricolage. Le reste, c'est du bricolage. Vous publiez ce livre, Je ne regrette rien. L'heure est venue de dire pourquoi. Est-ce que vous ne regrettez vraiment pas d'avoir quitté les Républicains? On le voit, Bruno Retailleau affole les sondages. C'est vraiment l'homme qui monte en ce moment. Vous dites, dans votre livre, vous l'écrivez, vous partagez avec lui une majorité de convictions. Vous savez, la politique, ce n'est pas l'art d'affoler les sondages. La politique, c'est l'art... Ça faisait longtemps qu'un républicain n'avait pas affolé les sondages. C'est l'art de gagner les élections. L'heure de vérité, elle est en 2027, au plus tard, si l'élection présidentielle n'intervient pas avant, ce qui serait d'ailleurs une façon de dénouer ce nœud gordien aujourd'hui où tout est bloqué. Donc il y a cette réalité. Nous verrons bien. Moi, je ne crois pas... Ça sera un bon candidat à la présidentielle pour Bruno Retailleau ? Je ne crois pas que ceux qui participent aujourd'hui de ce gouvernement, qui est celui du déclin accéléré de la France, de la poursuite du macronisme, de la bouée de sauvetage à un pouvoir en déroute, auront un crédit devant l'opinion. Donc Bruno Retailleau ne serait pas un bon candidat à la présidentielle ? Parce qu'aujourd'hui, il a commis l'erreur. Il a commis l'erreur d'être l'allié du macronisme en fin de route, en fin de vie. Et ça, pour moi, ce que certains de mes anciens amis, et j'y reviens très longuement dans ce livre, sur ce qui m'a conduit à faire ce choix, mais il y avait 2 choix possibles. Soit une alliance avec les macronistes, c'est ce que, quelque part, Bruno Retailleau a voulu faire, ou Michel Barnier, et une alliance avec le camp national, avec les patriotes, avec le Rassemblement national, en considérant que la droite, depuis des décennies, était divisée par 2, que beaucoup d'électeurs, notamment ceux qui venaient du RPR ou qui ont voté Nicolas Sarkozy, votent aujourd'hui Rassemblement national parce qu'il y a trop d'insécurité, trop d'immigration, un pouvoir d'achat en berne, et que le temps était venu
que les droites se réunissent, s'allient, et c'est ce choix que j'ai fait. Et ce choix, c'est la condition de la victoire pour le futur, j'en suis convaincu. Vous n'avez pas réussi à faire adopter un texte pour votre niche parlementaire, hein. La niche parlementaire, c'est le parti qui choisit un peu de mettre au menu ces textes à l'Assemblée nationale. Elle va se dérouler le 26 juin. Jeudi prochain. Vous vouliez interdire l'exécution immédiate de peines d'inéligibilité. Alors là, on voit très bien la portée politique, hein. Ça concerne Marine Le Pen et ça lui permettrait de pouvoir se présenter. Dans votre livre, justement, vous êtes totalement dithyrambique sur elle. Pour vous, c'est la meilleure candidate et c'est même une meilleure candidate que Jordan Bardella? Elle a une force certaine, une très large confiance dans le pays, de la sérénité. J'ai appris à travailler avec Marine Le Pen depuis qu'on a bâti cette alliance. Nous présidons tous les deux des groupes à l'Assemblée nationale qui forment un intergroupe qui a bien travaillé. Voilà, on a fait reculer le gouvernement, notamment sur la question de la désindexation des retraites pour nos aînés. On l'a fait reculer sur le prix de l'électricité. Là, on l'a fait reculer sur les ZFE. Nous portons des textes, vous le soulignez, la semaine prochaine, qui peuvent interdire les mariages avec les clandestins. Mais sur elle, c'est la parfaite candidate. Parce que vous dites aussi sur Jordan Bardella que vous parlez de la densité de Jordan Bardella, que vous comparez presque à Nicolas Sarkozy. Vraiment? Il a, lui aussi, en tout cas c'est les Français qui le disent, c'est pas moi. Ni les commentateurs, parce que les commentateurs, on voit bien quelquefois le biais qu'ils peuvent nourrir. Mais les Français aujourd'hui, et les élections au-delà des sondages, les élections européennes l'ont démontré, Jordan Bardella a réalisé le score très exactement le même qu'avait réalisé en 2007 Nicolas Sarkozy. Donc il y a une confiance, il y a une force, il y a une envie de changement. Mais entre les deux, lequel est le meilleur candidat? Marine Le Pen, Jordan Bardella? Aujourd'hui, la candidate, c'est Marine Le Pen. Elle a dit très clairement les choses. Si demain la justice, ce qui, pour moi, serait l'expression d'une grande injustice, la priver de la possibilité de se présenter, ce qui serait inédit, surtout par rapport aux faits qui lui sont reprochés, qui relèvent plutôt de l'interprétation administrative, où il n'y a aucun enrichissement personnel. Si on privait celle qui a une confiance très forte des Français, qui est en tête dans tous les sondages, de la faculté de se présenter à la présidentielle, ça mettrait en cause quelque part nos principes démocratiques. C'est pour cela d'ailleurs que nous essaierons jeudi prochain de faire en sorte que le droit soit respecté, que la possibilité d'appel, qui est un principe reconnu à tout justiciable, soit aussi reconnue à Marine Le Pen. Il nous reste juste 2 minutes. 26 juin, vous allez aussi porter un texte qui concerne les maires. D'ailleurs, juste au passage, vous serez candidat à Nice face à Christian Estrosi. Je suis député de Nice, vous le savez. Les Niçois m'ont toujours fait confiance, y compris contre le maire actuel qui m'a envoyé des candidats à de multiples reprises. Ils ont tous été battus. Nous avons 3 députés UDR à Nice. Donc candidat. Il y a une très large confiance. Donc cette réponse, je l'apporterai aux Niçois. Mais en tout cas, ils savent pouvoir compter sur moi. Très bien. Donc, sur les maires, vous souhaitez interdire le mariage à une personne séjournant de manière irrégulière en France. Vous dites que c'est pour protéger les maires. Mais alors, le Bloc central dit mais ce texte, en fait, il n'est pas constitutionnel. Le Bloc central a voté ce texte au Sénat. Nous reprenons un texte qui vient du Sénat, qui a été déposé par un groupe plutôt centriste. Nous le reprenons à l'identique. Quel est le principe? Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des maires... En fait, c'est le cas de M. Ménard, qui a été confronté à ça dans sa ville de Béziers. Il était confronté à un mariage qui était manifestement un mariage blanc. Voilà, un clandestin qui venait se marier pour avoir des papiers. Et très souvent, les maires détectent ces fraudes, mais ils sont obligés de marier une personne qui manifestement fraude la loi, défie les principes républicains, et c'est eux qui sont condamnés. Donc nous voulons mettre un terme à cette anomalie. Quand on est clandestin, quand on arrive en situation illégale en France, eh bien, on n'a pas le droit, notamment, de se marier. Je souhaite personnellement... Vous allez transformer les maires en agents de tri humain et l'état civil en poste frontière. Absolument, c'est un principe très clair. Vous n'êtes pas en situation régulière, vous ne vous mariez pas. Comme je souhaite d'ailleurs que ce principe soit élargi à d'autres domaines, qu'il n'y ait pas de prestations qui soient données à ceux qui sont entrés sur notre territoire en violant les lois de la République, ce qui reste un délit aujourd'hui.